bien salut à tous les amis, c'est Romain PC, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau speedcode dans lequel on va continuer de faire le fameux puissance 4. Alors le puissance 4, je l'avais fait donc dans le tutoriel précédent, j'avais fait ceci, donc un puissance 4 qui était jouable dans la console. Et donc là on va continuer de travailler sur notre puissance 4, mais cette fois-ci en fait on va faire en sorte que le puissance 4 soit jouable sur une interface graphique, donc on va faire du JavaFX. Alors le code de la console était ici, et ce que je vais faire c'est que je vais créer un nouveau projet JavaFX dans lequel je vais donc pouvoir je vais donc faire une interface pour jouer. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire juste un plateau qui va un rectangle, le quadrillage, on va coder nous-mêmes le quadrillage pour que ça fasse un quadrillage avec les emplacements pour mettre les jetons. Je mettrai une petite zone pour afficher à qui c'est de jouer et puis les indications de jeu, hein, cliquez ici, enfin cliquez sur la colonne correspondante, quelque chose comme ça. Par contre j'ai également ici, donc j'ai récupéré des images sur internet, je les ai modifiées pour avoir deux couleurs. Bon, c'est pas hyper propre comme résultat, mais bon ça fera l'affaire. J'ai créé des images de jetons, comme ça on mettra directement les jetons dans le quadrillage. Donc pour les jetons, les images, pour le quadrillage, on fera ça en JavaFX directement. Donc sur ce, on va tout de suite commencer. Je vais juste créer comment on appelle ça, le projet, pardon. Et puis ensuite, je pense que je vais tout coder d'une traite et je vous expliquerai ensuite tout juste après, parce que ça devrait normalement, voilà, ça devrait. Je sais pas en combien de classes on va le faire, on verra. Donc on va créer tout de suite le projet, hein, donc je le fais toujours devant vous pour voilà, vous montrer. Donc vous faites nouveau et vous allez faire autre. Hop, JavaFX Project, ici donc dans l'onglet JavaFX, suivant. Et je vais l'appeler le puissance 4. Voilà, on va faire un puissance 4 un vrai, hein, pas un puissance 5 ou quelque chose, je vais pas m'embêter là-dessus. Ouais, Java 8, j'ai toujours pas mis le 9, c'est pas grave. Emplacement par défaut, pardon. Suivant, normalement là il n'y avait rien à toucher, et puis ça ira très bien. Voilà, donc le puissance 4, le projet est prêt, donc on a ici le main, et sur ce, eh bien, je vais commencer à coder. Et me revoilà, le code est terminé, il est fonctionnel, regardez, hop, victoire de rouge, vous voyez. On a donc fait un puissance 4, j'ai donc fait un puissance 4 et je vais tout de suite vous montrer le code, comment réussir à avoir ce résultat. Alors, juste avant propos, les images qui sont ici, je les ai modifiées, mais je vous en parlerai pourquoi après. Je les ai bien rognées pour qu'elles rentrent bien dans les cases qui vont lui être allouées, hein, qu'il n'y ait pas de petits trucs autour. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Alors le programme, le voici, on va commencer en haut comme d'habitude. Donc tout d'abord j'ai ici des variables qui sont en bleu. Alors c'est des variables, vous allez vous en douter je pense, c'est parce qu'on va les utiliser à l'intérieur d'un écouteur, c'est-à-dire dans un .set on mouse clicked ou .set on mouse moved ou des choses comme ça. Bon, je vous en parle pas tout de suite à quoi elles servent. Bref, dès que vous voyez une variable bleu clair de cette couleur, vous savez qu'il faudra penser à la déclarer de cette manière, ici juste avant le void start. Début du programme, alors comme tout à l'heure, comme dans le puissance 4 qu'on avait fait dans l'épisode précédent, ici j'ai créé les variables importantes, c'est-à-dire le nombre de pièces qu'il va falloir aligner, le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Alors sachez que j'ai mal joué, j'ai mal fait le truc.
à certains endroits j'ai oublié de mettre C ou L et j'ai mis 7 et 6, donc voilà. Finalement je les ai mises, mais bon, on peut pas trop modifier le programme pour faire un... On peut pas faire un puissance 5, 6 ça doit se faire, mais on peut pas faire plus de colonnes ou plus de lignes, ça risque de poser quelques problèmes parce que certains endroits j'ai pas mis C ou L. Bon. Ici on va avoir le plateau qui sert à rien d'ailleurs, je l'ai pas utilisé, je vais pouvoir l'enlever. Hop, donc autant pour moi. Vous allez... Alors ce qui m'étonne c'est pourquoi on l'a pas utilisé par contre. Oui, non, rien. Non, autant pour moi. Donc bref, donc vous mettez ces trois variables. J'ai créé ici une variable couleur de fond. Vous allez voir après pourquoi, mais c'est une couleur que j'ai mis à noir par défaut. Voilà, retenez ça. Bon, ici création de la scène comme d'habitude. Donc j'ai créé un groupe racine, un groupe normal qui s'appelait route. Et ici la scène, on va faire en sorte qu'elle fasse 700, donc 100 pixels la case de large, enfin de hauteur et de largeur. Donc elle va faire 700 par 600. Donc 700 ça va être vu qu'il y a 7 colonnes. Et 600 pour les 6 lignes, plus 100 parce que je vais laisser un petit espace en bas pour afficher du texte. Je lui mets comme couleur avec .set fil la couleur de fond. On va aller tout de suite tout en bas du programme, ici avec les primary stage, on va pouvoir mettre set title, donc puissance 4 by Romain PC. Vous pensez à lui mettre la scène et primary stage.show. Sinon tout ça c'est le truc JavaFX de base. Alors, retour ici, on va pour l'instant vraiment gérer tout ce qui va être affichage des composants. Alors ici je vous ai mis un truc qui va être pratique, c'est une condition sur les propriétés, on l'avait vu. Donc on va créer une condition when, ici donc bindings, pensez à bien mettre le S, hein, sinon ça marche pas. .when, scène.widthProperty, donc la largeur de la scène, divisé par la hauteur de la scène, si c'est supérieur à 7 sur 6. 7 sur 6. Pourquoi 7 sur 6? En fait ça va être le format de la... En fait ça va être tout simplement voilà, le format de la grille où on va avoir nos jetons. Et 7 sur 6 en fait c'est 7 colonnes et 6 lignes. Donc le format est de 1,6. Mais pour rester avec des valeurs fractionnelles, on garde 7 divisé par 6. Alors on va donc créer la grille en elle-même. Alors la grille, je vais vous montrer un peu. La grille, je voulais à la base faire un rectangle. Et je creuserai un rectangle et je creusais des trous à l'intérieur. Comme ça on aurait pu faire voilà, un grand rectangle avec des trous transparents dedans. Comme ça on aurait pu mettre les jetons derrière. Ça aurait pu marcher. Le problème c'est que... le problème c'est que ça nécessitait du coup de travailler avec une forme personnalisée, c'est-à-dire un rectangle avec des trous, donc un objet shape. Et cet objet shape n'a pas les mêmes propriétés qu'un objet rectangle. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir lier la hauteur ou la largeur du rectangle. Ce qui fait qu'on aurait été obligé de travailler dans une scène, dans une fenêtre de taille fixe. Donc moi ce que je voulais c'était voilà une fenêtre, on la redimensionne et on peut quand même jouer. Vous voyez que ça fonctionne encore très bien. Hop, pardon. Bon, je pense qu'il y avait un moyen de faire comme j'ai dit là, en creusant des trous. Mais j'ai pas trouvé. Là, il y a une victoire. J'avais pas envie trop de m'embêter, donc finalement, voilà, je me suis dit, on va pas s'embêter. On va poser les jetons sur le rectangle. Donc là, on a bien un rectangle bleu, et les trous qui semblent être des trous, c'est juste des ronds que j'ai dessinés par-dessus. C'est pour ça que j'ai dû rogner en fait les images, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai bien dû rogner les images pour qu'elles rentrent parfaitement. Alors j'ai fait ça un peu à l'arrache avec GIMP, donc vous voyez que quand l'image est très grande, il y a un léger jour ici noir. Bon par contre quand on met une fenêtre de dimension voilà, classique, le jour est invisible quasiment. Bon, voilà, bon, ça c'était pour la méthode que j'allais utiliser. Bon, enfin bref, du coup j'ai créé un rectangle ici qui va être de base aux coordonnées 0, 0. D'ailleurs la coordonnée ici ne changera pas. De base je lui ai mis des coordonnées 700, 600. La dimension de base de la fenêtre, hein, vous voyez 700 pixels par 600 pixels. Alors, j'ai créé ici un dégradé, je vais vous laisser recopier le dégradé, ce qui va être tout simplement la couleur du rectangle. Donc je l'applique avec cette file, et j'ajoute à mon route le rectangle. Donc la première chose, ajouter le rectangle, bam. Ensuite, ce que je vous ai dit, on va faire en sorte que le rectangle soit lié aux dimensions de la fenêtre. Donc on va faire r.iHproperty.bin, donc la hauteur du rectangle va être liée à, si la condition est valable, c'est-à-dire que si on est plus grand que ce format là, c'est-à-dire que la largeur de la fenêtre va être plus grande que la hauteur par rapport au format, je veux dire, enfin va être voilà, par rapport au format 7/6,
Alors, on va lier à la scène, enfin à la hauteur de la scène, moins 100. Pourquoi? Et bien tout simplement pour garder ici les 100 pixels ici en bas. Sinon, si c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on est dans le cas d'une fenêtre qui a ces dimensions-là, regardez, hop, plutôt de cette forme-là, alors on va lier la hauteur du rectangle de fond à la largeur de ce rectangle multiplié par 6 septièmes, donc pour garder le format. Dans le même genre, la largeur de la scène c'est pareil, dans un cas on le lie à la hauteur de la scène multipliée par 7 sixièmes cette fois-ci, et dans l'autre cas on le lie à la largeur de la scène, donc pas de subtract machin parce que de base ici il n'y a rien affiché sur la droite. Mais vous voyez qu'après, voilà. Voilà, donc faites ce code et vous voyez que ça va très très bien fonctionner. Alors, ça c'est les trous, les fameux trous ronds. Donc je vous l'ai dit, plutôt que de mettre de creuser des trous dans le rectangle, en fait on va poser des cercles sur le rectangle. Donc là c'est tout simple, pour chaque ligne et pour chaque colonne, donc on va parcourir comme ceci, hein, hop, 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 hop. Pour chaque ligne, pour chaque colonne, on va créer un rond noir tout simplement. Donc je crée un nouveau rond, donc les paramètres ici sont normalement pas nécessaires, mais je les ai mis quand même. Donc vous allez mettre comme couleur la couleur de fond pour avoir l'impression qu'il y a un trou dans le rectangle. Donc ça va être cette même couleur noire. Et le rayon, on va lier le rayon, la propriété du rayon, ça va toujours être égal à la hauteur du rectangle de fond, divisé par 6 et divisé par 2, parce que le rayon c'est pas le diamètre, il faut diviser par 2, donc ça revient à faire diviser par 12, moins 5 pour laisser une petite marge ici de 5 pixels, donc 5 pixels en haut là, donc ce qui fait entre deux trucs, il y a 10 pixels en fait de marge entre chaque cercle. Sinon, pour ce qui est de la propriété x et y, bah c'est très simple, vous allez prendre, on va lier ça à chaque fois à r.width property, donc pour le x, donc la largeur du rectangle, divisé par 7 pour avoir la largeur d'une colonne, multiplié par j plus 0,5, donc j divisé par 2, non, j plus 0,5. Pourquoi j plus 0,5, enfin pourquoi multiplier par j plus 0,5? Et bien pour arriver au milieu de la colonne. Donc quand j égale 0, donc j est ici, la coordonnée x elle va bien être égale ici à la moitié d'une colonne. Donc la colonne multipliée par 0,5, j égale 0. Et après fois 1,5, 2,5, etc. Dans le même genre, on a sur y, donc vous avez cette fois-ci divisé par 6, point i property, point multiplier i plus 0,5, vu que i et j sont ici. I c'est pour la ligne et j pour la colonne. Ensuite, vous pensez donc à ajouter aux routes, enfin au groupe, votre cercle, comme ceci. Voilà, et cette fois-ci on va créer les cases. Alors les cases, en fait c'est un objet case que j'ai créé. Donc je vais vous en parler tout de suite, j'ai créé ici une nouvelle classe case qui va en fait étendre d'un image view. Donc en fait ça va être vraiment un stockage, ça va permettre de stocker une image. Donc vous avez compris, ça va permettre de mettre rouge ou jaune. Donc cette image view ici j'ai chargé les deux images en statique, hein, parce qu'il y a besoin que d'un seul exemplaire des images pour toutes les cases. Donc je les ai chargées ici, elles sont, j'ai pensé à les mettre à la racine du projet comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, donc elles sont à la racine du projet. Et ici j'ai créé une variable statut qui va être propre cette fois-ci à l'image view et non pas à l'objet case en général. Donc c'est pas statique, bref. Donc vous allez ce statut donc c'est un entier, s'il vaut 0 c'est que la case est vide, s'il vaut 1 c'est que la case est rouge et s'il vaut 2 c'est que la case est jaune. Alors, ici le constructeur, lorsqu'on va créer la case, le statut va passer à 0 parce que de base la case est vide. J'ai créé ici deux autres variables qui vont être getStatut qui va permettre de savoir si la case est vide, rouge ou jaune tout simplement, donc ça va juste renvoyer ici le statut. Et j'ai créé là, ici, la case set avec en paramètre un entier. Alors set, ça va tout simplement permettre de placer un jeton à la case à un emplacement particulier. Donc ce qui va être passé en paramètre ici, ça va être là le joueur à qui c'est de placer le jeton. Donc 1 c'est rouge et 2 c'est jaune. Donc si, regardez, on va faire en sorte que on va faire un point set image, vu que c'est un image view, on va lui mettre à l'intérieur comme image, comme objet image. Si j vaut 1, on va mettre rouge, et si c'est pas le cas, donc si j vaut 2, hein, parce qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait que deux possibilités de toute façon, on va mettre l'image jaune ici présente. Et on va faire en sorte également que le statut passe à la valeur j, donc il prenne la valeur 1 ou 2.
Voilà, donc ça c'était pour l'objet case. Donc du coup j'ai créé ici un tableau de case qui a été déclaré plus haut, hein, comme je vous l'avais dit c'est bleu clair, qui fait donc 7 par 6, donc 7 colonnes et 6 lignes. Je fais toujours colonne ligne, hein, x, y. Et ensuite on va parcourir pour chaque ligne et pour chaque colonne, comme ceci, donc attention du coup il faudra marquer JI à chaque fois. On va donc créer ces cases. Donc tout d'abord vous la créez en faisant un new case, comme ceci, donc toujours à l'emplacement JI du tableau. Ensuite, on va faire ici pour les LayoutX property et LayoutY property, ça va être exactement comme le cercle, hein, sauf qu'il n'y a pas le plus 0,5 parce que la coordonnée de l'image view en fait elle démarre en haut à gauche de l'image view, enfin de l'image, et on va également définir une hauteur et une largeur, donc avec FitHeight property et Fits property qui vont être les mêmes que le rectangle divisé par le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Voilà, je pense que vous avez compris ces cases-ci. Vous pensez bien sûr à ajouter votre image view, vu que c'est un composant affichable, hein, l'image view, vous pensez à l'ajouter au groupe, comme ceci. Voilà, et donc là, normalement, tout va être prêt. Juste, tout est vide. Bon, on va maintenant gérer tout ce qui va être texte. Donc ici, j'ai créé 3 textes. Donc le texte tour qui va permettre de gérer, d'afficher tour 1, tour 2, etc. Donc à chaque fois, 7 text fields pour mettre la couleur, le set font pour mettre la police, le layout X qui change pas, je lui ai mis une valeur fixe. Hein. Donc 100 ici, 300 ici pour le joueur et 300 pour la victoire. Donc ici, on a donc le texte pour afficher à qui c'est de jouer, donc c'est à rouge de jouer, c'est à jaune de jouer, etc. Et victoire qui s'affichera en cas de victoire, ça dira victoire de machin ou ça dira égalité. Ce label va servir à ça aussi. Bon là-dessus, sans surprise, hein, voilà, vous mettez le fond, vous mettez juste le point layout Y property, je l'ai lié à la hauteur du rectangle, donc ça sera affiché juste en dessous du rectangle, enfin du rectangle bleu, hein, donc la grille de jeu. Voilà, donc j'ai fait diviser par 20 pour faire une police assez grosse ici. Bon, voilà, recopier ce code, puis je vous laisserai toucher aux paramètres. Juste ici, voilà, juste noter qu'ici, pour la victoire, j'ai mis set visible false, parce que par défaut, il n'y a pas marqué victoire de machin. Donc vous mettez le label victoire invisible. Ensuite, vous pensez à faire en sorte que lorsque la hauteur, seulement la hauteur de la fenêtre est modifiée, on redéfinit la police de caractère. Ça permet d'agrandir la taille du texte quand on agrandit la fenêtre, tout simplement. Vous pensez ensuite à les ajouter tous au groupe ici, donc avec root.getChildren.addAll, etc. Voilà, et maintenant on va gérer la sélection, on va gérer les cadres de sélection, c'est-à-dire les petits cadres jaunes qui apparaissent ici quand je passe la souris. D'ailleurs, si je balade la souris ailleurs, il reste. Hein. Bon, j'ai pas eu envie de m'embêter, mais bon, il y a moyen de faire en sorte qu'ils disparaissent. Alors, les cadres des sélections. J'ai créé un tableau de rectangles que j'ai appelé, il s'appelle rects. Donc pour chaque colonne, ici, donc pour i allant de 0 à c-1, pour chaque colonne, on va donc créer un rectangle. Donc ici, c'est pas très important les valeurs que vous mettez là. Enfin, vous pensez à mettre 0, 0 ici, là, c'est pas important. On va lier la... non, vous pensez pas à mettre 0, 0, pardon. On va la coordonnée y, elle va pas changer, parce que de base, il va être toujours, le rectangle va toujours démarrer en coordonnée y. Regardez. Hop, vous voyez bien qu'il démarre en haut ici. Voilà. Par contre, la coordonnée x, elle va changer. Vous allez lier la coordonnée x du rectangle en particulier à r.width property, donc la largeur du rectangle divisé par le nombre de colonnes multiplié par i, tout simplement. Donc en fait, ça va être la colonne, donc i égale 0, i égale 1, i égale 2, etc. Un peu comme pour les cercles tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui est de la height property, ça va toujours faire la même hauteur que le rectangle. Et pour ce qui est de la largeur donc de ces petits rectangles, ça va toujours être la largeur du rectangle divisée par le nombre de colonnes, tout simplement. Ensuite, vous allez lui mettre la couleur, c'est très important, la couleur transparent. Vous allez faire en sorte qu'il y ait une bordure qui va être d'une couleur que vous voulez. Donc là, j'ai mis point green yellow. Vous allez mettre un stroke type inside pour que la bordure soit à l'intérieur du rectangle. Et vous allez mettre ici son épaisseur avec point set stroke width. Ensuite, vous pensez à mettre ce rectangle invisible. Donc en faisant set visible false. Vous pensez à l'ajouter au groupe. Et là, on va faire ici le code qui permet de détecter, enfin de les afficher quand on passe la souris dessus. Donc j'ai créé un rectangle 2. Donc ce rectangle 2, je lui mets ici, il est aux coordonnées 0, 0, ça c'est pas important. Par contre, sa hauteur et sa largeur, je vais la lier même hauteur, même largeur que R. Donc en fait, ça va être un rectangle qui va être pile par-dessus le rectangle de fond bleu.
Sauf que cette fois-ci, ce rectangle 2, vous allez le mettre transparent. En fait, il va juste servir à détecter l'emplacement de la souris. Vous allez voir pourquoi. Vous pensez à l'ajouter au groupe, c'est impératif. Et ici, j'ai créé donc la variable qui est un entier précédent qui vaut par défaut -1. Alors, précédent, on va voir ça juste après. Donc vous allez ensuite faire rectangle 2.setOnMouseMoved et vous voyez d'où l'intérêt de faire un rectangle transparent qui va en fait permettre de détecter le passage de la souris. Donc on crée un listener setOnMouseMoved, donc l'événement machin, et à l'intérieur de tout ça, vous allez ici créer un entier valeur, enfin je l'ai appelé val ici, qui va être la valeur entière. C'est très important de mettre ici mince, comment on appelle ça, le transtypage, je sais plus comment on dit, le castage, pardon. Donc c'est très important de caster cette valeur ici entre parenthèses en entier, qui va donc être égal à la position X sur votre rectangle de la souris, le tout divisé par le rectangle, donc le rectangle bleu. Donc ça, getVidth, ça va être la largeur divisée par C, donc en fait le nombre de colonnes. Donc ça va permettre en fait d'obtenir tout simplement ceci, le tout avec un entier. Ça va permettre en fait, transformer en entier, ça va permettre d'obtenir le numéro de la colonne. Donc ici, si on a 0 divisé par la largeur divisé par le nombre de colonnes, ça fera, donc la largeur, mettons si on a 700, qu'on a 7 colonnes, ça va faire 100 pixels la colonne ici. Donc si on a mettons on est au pixel 50 sur 100, ça va faire 0,5. Le tout passé à l'entier, ça va donner 0. Donc normalement, voilà, c'est ça. Donc valeur en fait va osciller entre 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc entre 0 et 6. Donc ça va donner bien le rang indenté à partir de 0. Enfin, oui, c'est indenté à partir de 0, le rang de la colonne qui est sélectionnée. Donc cette valeur, voilà. Précédent égale -1. Et c'est là que c'est important. Si la valeur est différente de la valeur précédente, c'est pour ça qu'on a eu précédent, ça veut dire en fait qu'on a changé de colonne. Et donc là, il va falloir faire en sorte que le nouveau rectangle à l'emplacement valeur, la nouvelle valeur, soit visible. Et alors ça c'est juste dans le cas précédent égale -1, c'est juste voilà, dans ce cas là, regardez ici, il n'y a rien de sélectionné. Hop là c'est bon, précédent n'est plus égal à -1. Bon, si c'est le cas, enfin si précédent est bien supérieur à -1, alors on va rendre invisible avec .setFalse le truc vert précédent. Regardez, hop, celui-là est visible, mais celui qui était là juste à gauche n'est plus visible. Voilà, et du coup bah, ça donne cet effet. Et vous pensez ici bien sûr à faire en sorte que la valeur précédente prenne toujours la nouvelle valeur à chaque fois. Bon, donc ça fonctionne. Alors maintenant ici j'ai créé donc la variable qui est un entier, le nombre de tours par défaut, enfin le tour auquel on est. Je l'ai appelé nbTour parce que tour on l'a déjà utilisé tout à l'heure. Le tour pendant lequel on est, donc par défaut c'est on est au tour 1 quand on commence. Et donc là on va faire en sorte qu'il y ait un clic. En fait à chaque clic, il va se dérouler, à chaque fois qu'on va cliquer, il va se dérouler un tour. Tout simplement. Donc, ici R2, toujours ce rectangle invisible pratique là, .setOnMouseClicked. À l'intérieur, donc on va tout faire à l'intérieur maintenant. À l'intérieur, on va faire en sorte de détecter la colonne. Donc là à nouveau c'est comme valeur cette fois-ci. Vous allez récupérer l'indice de la colonne, qui est entre 0 et 6. Alors là, ça va être très important. On va placer un jeton dans un seul cas, si la colonne n'est pas pleine. Donc regardez, si case à l'emplacement case, je vous rappelle, c'est le plateau. Enfin non, c'est la liste des cases. Donc c'est là-dedans qu'on va travailler. Si case à l'emplacement colonne et la ligne 0, donc la ligne supérieure, .getStatu égale 0, donc c'est-à-dire si la dernière... Ici, regardez. Si la dernière case ici est vide, on peut encore placer, regardez, sinon c'est pas le cas. Bon, alors si c'est égal à 0, si elle est vide, on va pouvoir travailler. Sinon, il ne faut pas qu'on place de jetons. Et j'ai également rajouté cette condition, et si victoire n'est pas visible, donc en fait ça veut dire que si victoire n'est pas visible, ça veut dire qu'on n'a toujours pas eu de gagnant ni d'égalité. C'est juste pour éviter que quand on continue de cliquer après une victoire, ça affiche tour 1, 2, 3, 4, 5, regardez. Attendez. Voilà, là il y a une victoire, si je continue de cliquer, vous voyez qu'il ne se passe plus rien du tout, parce que ça c'est affiché, donc on n'entre plus dans ce bloc. Voilà, mais ce bloc va réellement tout faire, hein. C'est vraiment là-dedans qu'on va tout faire. Il est très important. Enfin, cette condition if est très importante, parce que sinon, on va pouvoir continuer de placer des jetons alors qu'une case est pleine ou qu'on a déjà gagné, ce qui ne sert à rien. Bon, ensuite on va récupérer, comme dans la version console du jeu,
on va faire en sorte de placer le jeton. Donc avec ceci, ce code-là. Donc j'ai réadapté le code, on reprend un rang égal à L-1, et tant qu'on n'a pas trouvé une case vide, donc vous voyez, tant que le getStatu aux colonnes à l'emplacement de la case colonne rang est différent de 0, donc c'est-à-dire n'est pas vide, alors on remonte dans la colonne. Et dès qu'on en trouve un, on sort de cette boucle, et c'est là que c'est important, regardez, je vais faire en sorte, je vais définir le jeton, je vais faire .set, et là, si le nombre de tours modulo 2 égale 1, c'est-à-dire si on a un tour impair, alors j'envoie en paramètre 1, donc ça va placer un jeton rouge, hein, comme indiqué ici. Et sinon, ça va placer un jeton jaune, tout simplement. Donc là, on a le placement des jetons, qui va fonctionner très très bien. Et enfin, il va falloir maintenant mettre détecter la victoire, comme ici pour le puissance 4 juste avant. Donc en fait, j'ai recopié le code, je l'ai juste un peu modifié. Donc la couleur qui on est en train de... Enfin la couleur en cours, la couleur qui vient d'être placée, ça va être égal donc au nombre de tours modulo 2 égale 1, ça va être soit égal à 1, soit égal à 2. On va se mettre d'accord, 1 c'est la couleur rouge et 2 c'est jaune. Enfin on s'était déjà mis d'accord là-dessus. Bon, toujours la variable max, les variables x, y et la somme. Et là ça va être exactement le même code que pour le tutoriel précédent qui permet donc de là où on a placé le jeton de partir autour, de balayer le pourtour du jeton et de voir si on a un alignement diagonal, vertical ou horizontal. Et si cet alignement se trouve être ici supérieur, donc il va être stocké dans la variable max, s'il est supérieur ou égal à n qui est égal à 4, donc dès qu'on a un alignement de 4 jetons ou plus, c'est qu'il y a victoire, donc on va voir ce qui se passe dans un instant. Bon, ce balayement c'est exactement le même code que dans le tutoriel précédent, donc je vais pas réexpliquer, juste par contre il va falloir penser ici à bien supprimer le -1 qu'on avait mis, parce que cette fois-ci colonne est bien de 0 à 6 et non pas de 1 à 7, et cette fois-ci au lieu de jouer avec plateau, on va jouer avec case aux emplacements x, y, .getStatu, et il faudra tester à chaque fois si c'est égal à la couleur, tout simplement. Voilà, et sinon ça n'a pas changé, hein. Ici pareil, vous faites gaffe au -1, sinon le code n'a pas changé, voilà. Bon, si jamais on détecte une victoire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh c'est très simple, si il y a victoire. Alors, joueur.setVisible, on va avec false, donc joueur rouge, c'est au joueur rouge de jouer ou c'est au joueur jaune de jouer, on va le mettre à false, vous voyez, pour l'effacer. Et on va mettre la victoire visible. Par contre la victoire elle avait pas de texte, donc déjà on va lui mettre une couleur avec .setTextFill. Si la couleur en cours était égale à 1, on va mettre en rouge, ça veut dire que rouge a gagné, sinon on va mettre en jaune, ça veut dire que jaune a gagné. Dans le même genre, ici, si couleur égale 1, on va marquer le texte de la victoire avec .setText, il va être défini à victoire 2, rouge ou jaune selon qui vient de gagner. Ici j'ai fait nombre de tours moins, vous allez voir pourquoi. Voilà, tout simplement parce que juste après, et ça c'est très important, je vais même mettre ici un peu d'espace, ça c'est très important, ici le nombre de tours, vous allez toujours faire plus, parce que ça c'est voilà, s'il n'y a pas eu de victoire, ou pardon, s'il n'y a pas eu de victoire, on va continuer l'exécution de la boucle, enfin, même dans tous les cas, on va continuer l'exécution du code, et le nombre de tours va augmenter, c'est juste pour faire en sorte que ce NB tour plus, ça fait en sorte qu'à chaque fois on ait, regardez, le tour qui augmente ici. Bon. Dans le même genre ici, juste en dessous, vous allez faire en sorte d'actualiser cette étiquette, donc tour.setText, tour plus le nombre de tours, c'est pour actualiser la valeur de l'étiquette, du petit texte qui s'affiche en bas. Et dans le même genre ici, vous allez faire en sorte que c'est A, donc rouge ou jaune, de jouer, donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je clique, regardez, c'est à rouge de jouer, c'est à jaune de jouer, c'est à rouge de jouer, etc. Ou pas. Voilà, victoire de jaune ici. Bon, et on va maintenant gérer le cas de l'égalité. Alors le cas de l'égalité, et ce sera fini. Donc si le nombre de tours est strictement supérieur à C fois L, c'est-à-dire que si on a placé autant de jetons en fait que de cases, et qu'il n'y a pas eu de victoire, parce que s'il y avait eu une victoire, hein, on en serait là. Voilà. Ah, quoi que je suis en train de me demander si... Pardon. Là c'est pas bon mon truc. Il faut aussi vérifier et que max est strictement inférieur ou égal, est strictement inférieur à n. Voilà, parce que sinon il y aura marqué égalité même en cas de victoire au dernier moment. Bon voilà, vous rajoutez ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien joueur.setVisible va passer à false, encore une fois, victoire va s'afficher en mettant setVisible true, sa couleur de base qu'on avait mis à magenta on n'y touche pas, et cette fois-ci on va faire en sorte que victoire.setText égalité, et on fait nombre de tours moins parce que ce tour-ci en fait on a le NB tour plus qui s'est activé. Voilà, c'est juste pour mettre la bonne valeur. Regardez, tour 1, attendez.
Voilà, regardez, là on est au tour 10, si je clique, normalement ça passe au tour 11, mais comme j'ai mis des NB tours moins, vous voyez qu'on est toujours au tour 10. Donc le joueur jaune ici vient de gagner en 10 tours, tout simplement. Et bien voilà, donc on vient d'arriver en bas du code, donc ce tutoriel est terminé, donc encore une fois n'hésitez pas à me proposer des idées de petits programmes à réaliser en Java, et donc là vous avez un super puissance 4 à jouer à deux sur le même PC, hein, ou à jouer contre vous-même si vous êtes bipolaire. Voilà. Et sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Comme d'habitude, je mets le code source et le point jar du programme dans la description. Sur ce, salut à tous.